Un groupe de hackeuses vraiment désespérées, un complot corporatiste tentaculaire et des secrets de famille enfouis dans les bas-fonds suffocants de Néolutès. C'est le programme d'aujourd'hui. Les archives sonores qu'on va ouvrir sur la cellule de la commune, ça raconte pas du tout une simple histoire de rébellion. Non, c'est clair, c'est une plongée absolument terrifiante dans ce que coûte réellement la survie, en fait. Exactement. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de décortiquer un enregistrement narratif brut. C'est d'une densité folle, ça capte vraiment les opérations clandestines d'un groupe qu'on appelle les hackeuses menteuses. On va extraire les dynamiques de pouvoir, les dilemmes moraux et enlever toute la crasse cachée sous les néons de ce monde cyberpunk. Ouais, l'idée c'est d'offrir à l'auditoire une grille de lecture bien limpide de cet univers qui est pour le coup complètement impitoyable. D'ailleurs, l'ampleur de ce document, elle saute aux oreilles dès les toutes premières minutes, quoi. Ah oui, complètement. C'est pas du tout le gentil petit groupe rebelle contre les méchants, là. Pas du tout. Ce que ces archives nous offrent, c'est une véritable étude sociologique clinique. L'enregistrement capte la radicalisation en temps réel, tu vois. C'est l'instinct de préservation poussé à son paroxysme, avec le poids écrasant des traumatismes familiaux par-dessus. Mais avant de plonger là-dedans, je pense qu'il faut vraiment poser un avertissement important sur ces sources. Oui, tout à fait. C'est crucial de poser d'emblée un cadre d'écoute. Les documents qu'on analyse nous exposent à deux idéologies systémiques qui sont poussées à l'extrême. D'un côté, on a le contrôle oligarchique et l'ultracapitalisme totalement destructeur de la mégacorporation Gemocor. Et de l'autre côté, on a la révolte, la commune. Voilà, la commune. Et eux utilisent des méthodes d'action directe, très radicales, qui sont ouvertement assumées comme terroristes. Donc l'intention de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de disséquer cette mécanique de destruction mutuelle de manière totalement impartiale. Ouais, on se contente de rapporter les faits politiques sans jamais, au grand jamais, prendre parti ou justifier les atrocités d'un camp ou de l'autre. Exactement. C'est une observation neutre d'un monde qui, lui, ne l'est pas du tout. Bon, pour comprendre la brutalité de ces affrontements, il faut d'abord visualiser un peu cet écosystème toxique qu'est Néolutès. C'est un environnement où absolument chaque ressource, chaque souffle même, est monnayable. C'est le capitalisme poussé à son stade terminal. Grave. Et l'enregistrement s'ouvre d'ailleurs sur 3 vignettes distinctes. 3 prologues qui posent un contexte juste irrespirable. La toute première piste audio, elle nous propulse direct dans le marché noir de la banlieue 7. Une scène d'une tension folle. Ouais, au milieu du bruit métallique, des transactions hyper nerveuses, on suit un trafiquant d'armes qui s'appelle Kalash. Il tente de refourguer un fusil-Uzi en apparence super banal à des membres d'un gang russe. Sauf que le banal n'existe pas dans Néolutès. Bah non, parce que le malaise monte instantanément dans la voix des mecs quand les acheteurs remarquent des initiales gravées sur l'arme. C'est les initiales d'Ivan, leur propre camarade qui a été retrouvé mort dans des circonstances super obscures juste avant. En quelques secondes, le ton change, on entend les culasses qui claquent et Kalash se fait embarquer de force. Cette ouverture, elle illustre parfaitement la paranoïa endémique des bas-fonds. La confiance, ça n'existe pas. Chaque objet porte littéralement le fantôme d'une trahison. C'est ça. Et la deuxième vignette, elle offre un contraste social saisissant. Le saut de classe sociale est super brutal parce qu'on passe à Thiago. Thiago qui est censé incarner, au moins sur le papier, une sorte d'élite protectrice. Voilà, il est employé Bickel pour la très prestigieuse Trauma Team. Et accessoirement, c'est le frère d'une des hackeuses rebelles, Lana. Et l'audio décrit avec une précision glaçante ses gestes pendant qu'il crochette une serrure numérique dans un hôpital de haute sécurité. Un soignant d'élite qui se transforme en pilleur. C'est très symptomatique. Et c'est pas pour n'importe quoi, il dérobe des boîtes de médicaments vitaux, il s'engouffre dans le métro aérien et il rejoint un bar corporatiste super sordide. Et la transaction qui s'y déroule, elle est d'un cynisme fou. Il échange ses médicaments inestimables contre des informations, non ? Ouais, avec un homme d'affaires qui transpire l'angoisse. Et Thiago donne ses médicaments vitaux juste pour récupérer une petite clé USB qui contient des infos sur sa propre mère. Ce passage-là, il montre que le système de santé s'est complètement effondré. Les médicaments ont perdu leur fonction de soin. C'est devenu une devise, une monnaie d'échange hyper forte sur le marché parallèle. La santé est capitalisée à l'extrême. Et pendant que le capitalisme régit la ville, la troisième scène nous montre que, à l'extérieur, c'est la ferveur religieuse qui domine. Ça enfonce vraiment le clou du désespoir. Les terres désolées. Le contraste sonore est génial sur l'enregistrement. Ouais, le son ambiant devient celui d'un vent hyper sec qui balaye des ruines. On entend une scène de troc super misérable, et soudain, c'est interrompu par la voix de Joshua.
Un prophète très charismatique. C'est ça. Il est décrit comme étant vêtu d'un blanc immaculé, ce qui détonne complètement avec la crasse ambiante des ruines, et il utilise des espèces de prophéties nébuleuses pour imposer sa volonté. Il exige qu'on l'emmène à Néolutès pour retrouver sa promise douce. Mise bout à bout ces trois ouvertures, elles brossent vraiment le portrait d'une société qui est une prison à ciel ouvert. Absolument personne n'y est libre. Tu as le trafiquant qui est prisonnier de la violence des gangs, Le soignant privilégié qui est esclave du chantage affectif de sa famille. et les survivants des ruines qui sont soumis au fanatisme aveugle de Joshua. Voilà, c'est un monde tissé de chaînes invisibles. Et ce qui rend la suite de l'écoute particulièrement inconfortable, c'est de réaliser que cette absence de liberté, elle ronge aussi l'intérieur du groupe rebelle. Ah ouais, la tension au sein de la cellule de la commune. Plongeons direct au cœur de ça. Les protagonistes principales, donc on a Lana, Meryl, Néowen et Papillon. Elles se retrouvent dans le refuge de Mamili et El Papé. Et l'atmosphère sonore de l'enregistrement, elle essaye vraiment de feindre la normalité. On entend les tasses de café, les bruits du quotidien, ouais. Mais le malaise est ultra palpable. Et c'est l'arrivée de Merlin, leur contact, qui agit comme un détonateur. La conversation dévie tout de suite sur ce qu'ils appellent entre eux l'incident Ginsborg. Le récit de cet incident, c'est sans doute l'un des passages les plus durs de toutes ces archives. C'est une rupture totale dans la dynamique du groupe. La narration est terrifiante. Le groupe a croisé la route d'un inquisiteur qui s'appelle Ginsborg. Dans la panique d'une alarme qui s'est déclenchée, l'inquisiteur a fait déshabiller Néowen de force. Ce qui expose son secret le plus intime. Exactement. On découvre qu'elle a une queue de mutant. Et la scène vire au cauchemar complet quand Ginsborg décide d'infliger un châtiment physique en voulant faire fouetter la jeune Papillon. Et c'est là qu'intervient le point de rupture. Ouais, Meryl s'interpose. Et pour sauver l'ensemble de la cellule d'une exécution immédiate, elle accepte de procéder elle-même à la flagellation de Papillon. Ah, c'est fou. Cette décision, elle cristallise tout le débat moral de l'univers de Néolutès. Néowen réagit avec une indignation absolument viscérale. Elle ne supporte plus les compromissions de sa propre faction. Pour Néowen, accepter de torturer l'une des leurs, c'est devenir exactement ce qu'elle combatte. C'est ça. À ses yeux, c'est effacer la ligne entre la commune et Gémocorp. C'est choisir la peste plutôt que le choléra. Mais de l'autre côté, Meryl opposera un pragmatisme qui est glacial, presque mathématique en fait. Pour elle, sacrifier l'intégrité physique d'un individu, c'est juste une nécessité tactique indépassable pour que le groupe survive. Ce qui est vraiment intéressant ici, en fait, c'est l'hypocrisie de la scène du refuge. C'est super frappant pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, le contraste entre leur mission et leur comportement. Voilà. Ces femmes risquent la mort tous les jours pour abattre un régime corporatiste et religieux oppressif. Mais elles sont prêtes à s'entre-déchirer avec une violence verbale inouïe, là, assises dans un salon feutré avec un café. La cruauté du monde extérieur a totalement infecté leur dernier espace de sécurité. Et ça, c'est la nature insidieuse des traumatismes chroniques. Les dynamiques d'oppression qu'elles combattent dehors, elles finissent par les reproduire à l'échelle miniature dans leurs propres relations. Mais cette contamination, elle va encore beaucoup plus loin quand on écoute les révélations qui suivent. Oui, les liens entre oppresseurs et opprimés, c'est d'une complexité vertigineuse. Et ça nous amène direct à un personnage central de cette toile de mensonges, Elizabeth Goldman. Un personnage fascinant. L'enregistrement la présente comme la sœur du dauphin de Gémocorp, Louis Goldman. Et pourtant, bien qu'elle fasse partie de la famille dirigeante, elle est enceinte et elle orchestre un double jeu hyper périlleux pour faire tomber son propre frère. C'est elle qui fait fuiter des données stratégiques vers la rébellion. Exactement. Et Merlin, qui est un paranoïaque fini, il va jusqu'à émettre l'hypothèse qu'Elisabeth serait en réalité Viviane, une informatrice mystère de la commune. Et il faut bien comprendre que les données qu'elle divulgue, c'est pas de simples petits secrets industriels. Elle renseigne la cellule sur les fameuses piles corticales des Andromèdes. Les fameuses puces, ouais. Oui, pour remettre en contexte, ces puces, c'est pas des petits gadgets. Ce sont des outils antiques de contrôle et de manipulation des masses, des vestiges d'une technologie écrasante. Et ce qui est remarquable, c'est l'ironie absolue de leur répartition dans Néolutès. C'est presque une blague macabre du destin. La puce qui s'appelle Spite, donc rancœur en français, elle est détenue par Louis Goldman en personne. Le dirigeant oppresseur. Voilà. Une autre puce, ironiquement baptisée Joy, la joie, elle repose dans les laboratoires d'un certain professeur Sarr, qui s'apprête à faire des expérimentations éthiquement désastreuses avec. Et une troisième serait aux mains d'un baron de la pègre. C'est ça. Donc, les seuls artefacts qui sont capables de manipuler l'opinion,
et de potentiellement déclencher un vrai soulèvement pour libérer le peuple, ils sont méticuleusement gardés par les architectes même de l'oppression. L'ironie est totale. Mais tous ces enjeux macro-politiques, finalement, ils pâlissent quand on les compare à la violence des secrets familiaux du groupe. La séquence audio de la confrontation isolée entre Merlin et Nowen est incroyablement chargée en émotions. Ah, ces passages-là. Nowen est complètement obsédé par la recherche de sa mère. Et l'enregistrement nous décrit sa mère comme une figure quasi mythologique de la commune, une vraie pionnière de la rébellion. Et c'est ce trait-là que Merlin finit par briser le silence. Ouais, il lui annonce avec une brutalité folle que sa mère est incarcérée dans la banlieue 8, qui est le complexe pénitentiaire ultra sécurisé de Gémocorp, pour broyer les dissidents. Mais le véritable coup de grâce narratif, il est dans ce qui s'est passé avant cette incarcération. Merlin dévoile le passé caché de cette héroïne. C'est le moment où on tombe de sa chaise. Exactement. Avant de prendre les armes, avant d'inspirer les hackers, cette femme travaillait au cœur même de Gémocorp. Elle était la gouvernante personnelle des enfants Goldman. C'est elle qui a littéralement élevé Elisabeth et Louis. Quand on y réfléchit, c'est un truc qui donne le tournis. La plus grande architecte de la rébellion a bercé et forgé l'esprit des deux futurs dirigeants les plus tyranniques de la planète. Et l'enregistrement ajoute que quand elle a rejoint la clandestinité de la commune, elle portait déjà Néo-Troine. Et elle a toujours refusé de dire qui était le père. L'onde de choc de cette révélation, elle redessine toute la géopolitique de Néolutèce. Absolument. Les grands conflits idéologiques qui détruisent des milliers de vies, en fait, ils se résument à un huis clos familial pathologique, des rancunes de couloir dans un domaine corporatiste. C'est ça. Et face à toutes ces pressions écrasantes, l'action dans l'audio bascule dans une urgence vraiment chaotique. C'est là qu'on assiste à leur descente aux enfers chimiques. L'opération dans les souterrains. Le groupe doit s'enfoncer dans les égouts. Et Néowen et Papillon, qui sont à bout de nerfs, complètement rongés par la peur, elles font un choix radical. Elles s'injectent de la sainte dope en intraveineuse. La retranscription sonore de ce changement physiologique, elle est bluffante. Ah ouais, on entend le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration qui devient hyper saccadée. Papillon est saisie d'une frénésie, elle se met à danser de manière totalement erratique. Et Néowen, la drogue l'enferme dans une espèce d'agressivité sourde et sombre. Ce passage met en lumière un truc tragique sur la survie dans ce futur. Pour avoir le courage de s'opposer à un système qui les broie, ces combattants doivent d'abord broyer leur propre chimie interne. L'aliénation de son propre corps, c'est le prérequis pour l'action militante. Elle s'empoisonne volontairement. Et c'est l'idée que Néolutèce ne permet à personne de s'en sortir indemne, même physiquement. Mais l'adrénaline artificielle de la sainte dope rend la chute qui va suivre encore plus violente. La fameuse scène des égouts. Voilà. Guidé par Merlin, le groupe entame une progression super claustrophobique. Le son devient hyper étouffé, c'est l'écho des anciens tunnels du métro parisien. Et leur but, c'est de retrouver une cellule alliée de hackers qui s'appelle Cyberstratégie. Mais quand ils arrivent, le silence qui s'installe sur la piste audio, il glace le sang. Un carnage. Il n'y a pas d'autre mot. Les descriptions sont insoutenables. Tous les alliés de Merlin ont été vidés de leur sang. Leurs corps sont suspendus au plafond par d'énormes crochets de boucher. Et le sol est couvert de pièges, des grenades reliées aux cadavres pour pulvériser quiconque essaierait de les détacher. Au-delà du choc viscéral de la scène, les personnages remarquent un détail crucial, une anomalie. La signature de ce massacre ne correspond pas du tout aux méthodes connues. Ce n'est pas l'Inquisition. Non, l'Inquisition frappe avec le feu, le bruit, le verbe, pas avec cette précision chirurgicale. Et les assaillants qu'ils aperçoivent furtivement pendant leur fuite esquissent un profil totalement inédit. Des hommes habillés de noir intégral, sans aucun insigne corporatiste ou religieux, et le détail le plus perturbant, c'est leur esthétique corporelle. L'audio les décrit avec une plastique irréprochable, froide, limite surnaturelle. L'irruption de cette nouvelle force inconnue, ça rebat toutes les cartes. Ça provoque une panique totale dans la cellule. Il fuit plus seulement le système, mais des prédateurs invisibles. La fuite à travers les égouts les tente. C'est Lana, grâce à son drone furtif qu'elle appelle Captain Noisette, qui leur permet d'éviter les lignes de mire de justesse. Et dans la précipitation, ils arrivent à arracher une unité centrale au décor macabre. La machine qui affichera plus tard ce message glaçant. Au secours, Spite! Voilà. Mais le truc le plus fou de cette séquence de fuite, c'est la réaction de Merlin. En plein milieu du chaos, Oui, il prend une décision qui défie absolument tout instinct de survie rationnel. en pleine course, alors qu'ils échappent à une mort quasi certaine, Merlin se rend compte
qu'il a fait tomber son module personnel de sa poche. Son seul lien crypté vers Liberté, la aqueuse de légende. C'est ça. Et contre les hurlements de toute son équipe, il fait volte-face. Il replonge tout seul vers la zone du massacre. Il risque d'attirer les assassins en costume noir sur le reste du groupe, tout ça pour ramasser un vulgaire bout de métal et de silicium. Cette scène, elle illustre la perversion ultime de l'échelle des valeurs dans ce monde cyberpunk. La connexion au réseau, l'influence numérique, ça a totalement supplanté la valeur de la vie organique. Merlin préfère sacrifier la vie de ses camarades en chair et en os plutôt que de perdre un lien avec une entité virtuelle. Mais si on trouve que la technologie a pris le pas sur son humanité ici, le dernier flashback de l'enregistrement vient clore l'analyse sur une note... c'est encore plus sombre. Le huis clos entre Merlin et Lana. Un dialogue privé super étouffant, juste avant l'expédition dans les égouts. Merlin confie un secret écrasant à Lana. Ce passage est crucial pour comprendre la dérive morale totale de la commune. Merlin s'inquiète de l'instabilité de Neowen, de sa violence ou son dope, et il révèle qu'il existe une sécurité cachée. Lors d'une convalescence, le médecin du groupe, Igor, a profité de l'anesthésie de Neowen pour lui implanter secrètement un kill switch. Un interrupteur de désactivation physique et numérique caché dans son propre corps, à son insu. C'est d'une violence inouïe. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire au final? Au nom du bien commun, de la sécurité de la cellule, les propres camarades de Neowen l'ont transformé en une machine qu'on peut éteindre à volonté. Et Merlin confie ce fardeau à Lana avec l'ordre de presser le bouton si Neowen perd le contrôle. C'est le vol pur et simple de l'autonomie corporelle. Et là, la différence éthique entre les dictateurs de Gemocor et les sauveurs de la commune vient juste de se désintégrer. C'est le résultat mathématique de Néolutès. Que vous soyez sous la coupe des actionnaires de Gemocorp ou sous la discipline de la commune, il y aura toujours quelqu'un dans l'ombre avec le doigt posé sur le bouton d'arrêt de votre existence. L'information n'émancipe personne, elle traque. La famille est une faille sécuritaire exploitée par l'ennemi. Et combattre pour la libération demande des sacrifices qui vident l'individu de son humanité. La grande question qui hante ces pistes audio pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de savoir à quel instant précis les méthodes employées pour abattre un monstre finissent par en forger un nouveau. Et justement, cette réflexion amène à une théorie particulièrement troublante, une idée qui n'est pas dite explicitement dans l'enregistrement, mais qui découle de tout ça. Vas-y, je t'écoute. Si la mère de Neowen, l'icône de la rébellion, a élevé et façonné les dirigeants de Gemocorp, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que la radicalisation de la commune ne soit pas un accident historique ? Et si Gemocorp avait secrètement architecturé, financé et laissé grandir sa propre opposition terroriste ? Une opposition pilotée par leur ancienne employée de confiance. Exactement. Le but stratégique serait brillant de cynisme. Maintenir une terreur constante pour justifier une militarisation absolue et garder Néolutès sous un contrôle psychologique total, sous couvert de les protéger du chaos rebelle. Une mécanique de contrôle par la peur orchestrée de A à Z, c'est une perspective qui donne vraiment le vertige. Et ça remet en cause absolument tous les sacrifices qu'on a entendus dans ces archives. C'est là-dessus qu'on va clore notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Un grand merci à l'auditoire de nous avoir suivis dans cette analyse très dense et gardez toujours votre esprit critique en éveil face aux rouages du pouvoir. À la prochaine pour une nouvelle plongée.